Mesdames, Messieurs, l'Institut d'études littéraires du Centre de recherche en sciences hongrie, en coopération avec l'Institut allemand de philologie de l'Université de Munich, a organisé du 11 au 15 mai 2022 à Budapest un colloque international intitulé Jansénisme et littérature à l'Europe centrale. Notre point de départ était qu'au cours des 2 dernières décennies, la recherche académique sur les aspects sociaux, politiques, juridiques, littéraires et autres, des efforts réformateurs initiés par Paul Réal et ses successeurs étaient devenus un champ particulièrement productif et dynamique d'études historiques. D'autres facteurs constructifs de notre conseil étaient le fait qu'il y a eu un changement marqué entre les recherches menées à l'Ouest et en Europe centrale sur le jansénisme. L'enseignement littéraire en Europe centrale n'a pas encore pleinement assimilé les derniers résultats français, ni réussi à les différencier. En outre, les recherches publiées dans les langues d'Europe centrale ne sont pas facilement accessibles aux chercheurs d'Europe occidentale pour des raisons linguistiques et autres. Alors que le lien entre Port-Royal et la littérature française sont largement connus, la relation du jansénisme au mouvement littéraire d'Europe centrale a jusqu'à présent reçu beaucoup moins d'attention. Malheureusement, la littérature janséniste d'Europe centrale n'a pas des palmarès littéraires comparables à celui de la France. Il faut mentionner par exemple Hans Jakob Christopher von Grimmelshausen, Ignaz Aurelius Fresser, François de Rákóczi et son chambellan Clément Mikes. Derrière ces écrivains remarquables, nous trouvons une longue liste d'auteurs presque oubliés qui se distinguent par leur travail d'écriture moraliste, spirituelle et autobiographique. Notre travail précédent la conférence comprend la publication des écrits autobiographiques de François de Rákóczi en anglais. L'édition critique de la traduction française du XVIIIe siècle du chef-d'œuvre du Prince, Confessio Peccatoris, Confession d'un pécheur, fut publiée chez Honoré Champion et c'est le doyen de recherche des mémoires françaises, Jean Garapon, qui en écrivit une préface. L'objectif principal de notre conférence est d'explorer comment le jansénisme a été transmis dans la littérature d'Europe centrale et comment il a façonné le concept de littérature. Nous allons étudier comment et par qui les traducteurs, les éditeurs et les mécènes des idées, des textes et des lecteurs jansénistes sont arrivés dans cette région. Nous voulons nous demander comment, dans quelle mesure, sous quelle forme et avec quel transfert ces idées ont impacté la littérature. Par ailleurs, nous aspirons à replacer les discours moralistes et anthropologiques d'influence janséniste dans une nouvelle perspective, en mettant l'accent sur le lien avec l'histoire littéraire et culturelle, l'esthétique et l'histoire des idées. Les réflexions morales sont un texte particulièrement intéressant puisque c'est sur ce texte que se base en 1713 la condamnation du jansénisme par le pape qui veut en faire à dessein un texte janséniste alors que fondamentalement c'est un texte marqué par la pensée oratorienne puisque Quesnel était lui-même oratorien et également un texte marqué par la pensée augustinienne qui était très pratiquée notamment au couvent de Port-Royal, de Paris et des Champs. Et j'ai parlé dans ce colloque de la traduction allemande des réflexions morales de Quesnel, paru en 1718 à Francfort. L'intérêt de cette traduction me semble être d'abord qu'elle a été éditée par un chapelain piétiste qui n'est pas extrêmement connu, mais qui, dans sa préface au volume, une préface d'environ une centaine de pages, explique ses objectifs, pourquoi il lui a semblé que cette traduction pouvait être utile aussi pour des fidèles d'une autre confession que celle pour laquelle l'ouvrage avait été conçu par Quesnel à la fin du XVIIe siècle. Le deuxième aspect pour lequel cette traduction me semblait intéressante, c'est qu'elle se distingue aussi de l'original français, à la fois par sa mise en page, son format, et que les objectifs affichés par Quesnel à la fin du XVIIe siècle, qui étaient d'en faire un ouvrage pratique,
à l'usage des clercs semble, malgré les intentions de l'éditeur allemand, un petit peu tourné à l'échec, puisque la traduction se présente en fait comme un énorme volume assez peu maniable et d'usage peu pratique. Aujourd'hui, j'ai présenté sur le jansénisme en Cilicie et les collectionnations des poètes, parce que je pense que l'influence du jansénisme en la Silésie, qui n'existe pas aujourd'hui, est importante pour entendre comment la littérature allemande se développe dans le XVIIIe siècle. François Desbordes, qui est très important pour la transportation des idées jansénistes en la Silésie et dans la partie le monde catholique, et en collaboration avec les poètes luthériens. Il y a aussi des traductions des œuvres des jansénistes, mais aussi c'est très important de prendre en garde les changements, les échanges des idées luthériennes et les idées poètes dans la littérature luthérienne et l'influence du jansénisme à cette littérature. I was speaking here about the reform of legal education at the University of Louvain in Austrian Netherlands in 1723. Which was actually the start of a sweeping reform which touched all the universities in the Habsburg monarchy, but in the time of Maria Theresia. What occurred in the Austrian Netherlands was a kind of preparation. It was just a starting point, and I was discussing the content of the brand new course on natural law proposed by Amandus Bouwens, who was actually a close collaborator of Van Espen, the Jansenist. He was also a Jansenist, and what was the content of his course, which he proposed, but he died before he could start the course. So what we know about it comes from a book which was published posthumously after his death. And what do we learn about the content of the course? He proposed a conception of natural law which was based on two rules. The first one was that God should be obeyed more than man, and the second one was that peace should be the overriding goal, the distinguishing goal of all human laws. And this was also his criteria for recognizing whether this or that rule is in conformity with natural law or not. If this or that rule or institution did not support peace, then it was not in conformity with natural law. He was also interested in the whole man, and he divided his natural law principles according to those which pertain to the mind and those which pertain to the body. What is interesting that he believed that God speaks to us through good ideas in the mind and through healthy instincts in our body, and therefore he defended also sex. Au cours de mes recherches, j'ai examiné la présence des livres jansénistes et apparentés publiés au XVIIe et XVIIIe siècle dans 3 bibliothèques d'importance nationale. La bibliothèque universitaire à Budapest, la bibliothèque nationale Széchenyi et la bibliothèque de l'Académie hongroise des sciences. Ces 3 collections nationales hongroises présente une image riche et variée de la transmission et de la présence d'œuvres jansénistes liées au jansénisme en Hongrie. Les œuvres de Jansen et les principaux auteurs jansénistes du XVIIe siècle ont atteint la Hongrie à quelques exceptions près. La répartition des 83 volumes par auteur est la suivante.
20 volumes par Antoine Arnaud, 12 volumes de Blaise Pascal, 10 de Pierre Nicole, 8 de Cornelius Janssen, 5 de Pasquier Quenel, le maître de Sacy, 3 de François Boyer et 2 de Pierre Jurieu. Il vaut la peine de les comparer avec les collections historiques déjà analysées en termes d'œuvres jansénistes. La comparaison montre que les 6 premiers auteurs représentés par la plupart des travaux sont les mêmes Antoine Arnaud, Cornelius Janssen, Pierre Nicole, Blaise Pascal, Pasquier Quenel dans la Hongrie du XVIIIe siècle. Le grand nombre d'occurrences des différentes éditions des lettres provinciales de Pascal est particulièrement frappante. Mon sujet, c'est l'implication janséniste des Camaldules de Grosbois par rapport à Rákóczi. En ce qui me concerne, eh bien, je me suis fortement intéressée au prince Rákóczi et aux Camaldules de Grosbois, car dès ma plus tendre enfance, j'ai habité hier au sud de Paris, dans une propriété située à l'emplacement du convent des Camaldules. Et ça, c'est important parce que c'est là où j'ai grandi, quoi. Hein. Donc, il faut savoir que hier se trouve entre Paris et Fontainebleau. Voilà. Enfant, je fréquentais l'école des Camaldules, qui se trouvait plus ou moins à 300 mètres du lieu où nous habitions. Et bon, l'institutrice nous avait raconté pour la petite histoire, l'histoire des Camaldules de Grosbois et du chœur de Rákóczi. Alors elle disait que cet ordre hermétique avait reçu par héritage, entre guillemets bien sûr, le chœur de Rákóczi, un prince hongrois qui avait fait un séjour de 2 ans, de 1715 à 1717 au Camaldules. Et les pères Camaldules étaient allés dans le bois, parce que c'est une région où l'emplacement de l'ancien couvent des Camaldules, c'est un endroit extrêmement boisé, et que ces fameux pères Camaldules avaient enterré le chœur dans le bois, à un endroit demeuré secret. Et depuis, eh bien, évidemment, pour des enfants que nous étions, c'était presque un conte de fées. Parce qu'il faut savoir que le domaine des Camaldules est bordé dans sa partie sud également par un ruisseau. C'est un domaine qui faisait plusieurs hectares, je crois, pas loin d'une dizaine d'hectares. Voilà. François de Rákóczi a séjourné à Hyères de 1715 à 1717. Et une stèle en son souvenir a été érigée par des Hongrois, très fidèles à l'image qu'il a laissée comme prince qui a essayé de donner une indépendance à la Hongrie. Donc en 1937, cette stèle a été érigée sur la rue des Camaldules, et tous les ans les Hongrois viennent pour commémorer ce prince qui est très important dans leur mémoire. Hein. Donc ça se passe autour du 18 septembre. Hein. En général, c'est le 18 septembre, mais je pense que ça peut changer en fonction des années. Je pense que le prince Rákóczi a été influencé par le jansénisme. Ses écrits le démontrent. Il y a un souci de religion, il y a des inquiétudes par rapport à sa relation avec le monde, il y a des préoccupations, des tourments qui sont ceux d'un personnage chrétien, empli de foi et en même temps très sensible au divertissement. Donc ce sont des problématiques jansénistes. Et je pense que si on reprend les catégories définies par Pascal, notamment la distinction entre les grandeurs d'établissement et les grandeurs naturelles, je pense qu'on peut situer le prince dans cette relation difficile entre le fait d'assumer un rang, c'est un prince de Transylvanie, donc un rang princier, et en même temps d'être conscient des périls qui le guettent, des divertissements qui viennent menacer ses qualités naturelles. Les qualités naturelles, il les a, c'est un soldat, c'est un homme brave, courageux,
Et en même temps, il est séduit, évidemment, par les divertissements, comme le montre son existence, et lui-même le dit dans sa confession. Dès le début de sa présence à la cour de Vienne, donc lorsqu'il est pris, emprisonné, je dirais pris par les Autrichiens qui veulent faire de lui un citoyen, en tout cas un prince loyal envers la cour de Vienne. Donc dès ce moment-là, il est au contact des divertissements proposés par la cour. On trouvera cette constante également lorsqu'il sera en France, à la cour de Versailles, et il sera évidemment sensible aux divertissements que propose cette cour. On peut faire des rapprochements avec Pascal parce que son destin correspond à une sorte de distinction pascalienne, donc ça c'est le premier aspect. On peut penser, comme cela a été dit ce matin par le professeur Garapon au Télémaque de Fénelon, on peut penser, il y a certains aspects qui pourraient faire penser au caractère de La Bruyère. La Bruyère publie ses caractères en 1688, le prince n'est à ce moment-là pas encore en France. C'est un livre qui a beaucoup de succès, et dans ses caractères, La Bruyère propose des portraits des courtisans, de ces personnes qui vivent dans l'apparence, parce que ce qui ressort beaucoup dans l'œuvre de Rákóczi, il y a une critique des apparences, de cette société des apparences, entre l'être et le paraître. Donc on est beaucoup plus dans le paraître, et l'être finalement est masqué, caché, au détriment de tout ce qui peut être superficiel. Et ça, donc la lecture des caractères de La Bruyère peut être une piste peut-être pour la confession. Donc il y a d'autres œuvres, on peut penser évidemment à La Rochefoucauld, au Maxime. Donc toute cette écriture du XVIIe, de la fin du XVIIe siècle, des moralistes, toute cette écriture fragmentaire, a pu inspirer le prince. Je dirais qu'il est augustinien, oui. Il a lu les confessions d'Augustin, et je crois que ça a correspondu à une sorte de crise chez lui. Augustin l'a révélé à lui-même, lui a permis de réinterpréter son passé, si problématique de son point de vue. Et ce sont des mémoires, je parle de la Confessio Peccatoris, ce sont des mémoires qui s'inscrivent clairement dans la postérité de la traduction des mémoires d'Augustin par Arnaud d'Andilly, 1649, avec cette structure caractéristique en deux parties, partie narrative et avant tout partie lyrique, partie d'auto-accusation qui est très, très violente, très douloureuse, très caractéristique. C'est un homme qui a une mauvaise conscience très caractéristique, à caractère religieux, mais qui doute de lui-même. Il y a presque quelque chose de morbide, de maladif dans cette auto-accusation lancinante, quelquefois très longue, et qui ne correspond pas tout à fait à l'homme qu'était Rákóczi. À mon avis, c'était un chef de guerre, un homme décidé, qui avait risqué sa vie, et voilà, on n'interprète pas complètement bien. Alors ça, je parle de la première partie de cet ensemble mémoriel qui est la Confessio Peccatoris. On est vraiment dans la postérité des mémoires d'Augustin, et on peut peut-être comparer à Nicolas Fontaine, par exemple, à des mémoires augustiniens français que je ne suis pas sûr que Rákóczi avait lu. Il avait lu certainement, en tout cas, Augustin. Ça, c'est la première partie. Et ce qui est paradoxal, bien sûr, c'est que c'est un prince qui est augustinien. Les princes, en général, sont des gens qui ne doutent pas d'eux-mêmes. Les princes sont des hommes de décision, d'orgueil. Et lui, c'est exactement tout le contraire. C'est un homme d'humilité qui dit lui-même qu'il est de la terre, qu'il est un ver de terre, qu'il n'est que poussière. Ce sont ses propres termes. Et il a quelque chose de paradoxal. Le premier de ces textes mémoriels, la Confessio, est pour moi un texte un peu instable, mais très intéressant. Le lyrisme de Rákóczi est malgré tout intéressant. Mais c'est un lyrisme qui ne mène pas à une progression spirituelle, à la différence de ce que l'on voit chez Augustin. C'est un lyrisme désespéré. Voilà. Il y a un désespoir, il y a un côté tragique dans ce lyrisme qui est important, qui appellerait d'autres analyses. Et puis alors, il y a la deuxième partie, qui est également augustinienne, deuxième partie de ce texte mémoriel, ce sont les mémoires, pour servir à l'histoire des guerres
Hongrie. Et c'est un texte qui demeure augustinien. L'homme se défie de lui-même, l'homme a conscience de la vanité des choses. Et il définit peu à peu une conception de la royauté qui me paraît intéressante, une royauté de service, une royauté qui refuse la gloriole des souverains traditionnels. Et c'est fondamentalement pour moi un homme qui a lu les aventures de Télémaque de Fénelon, qui est un grand livre qui a été lu en Hongrie comme il a été lu dans l'Europe entière. Le Télémaque est discrètement une pierre dans le jardin de Louis XIV. C'est un livre qui propose une autre conception de la royauté, royauté de service, et non pas royauté de puissance, d'orgueil. Une royauté qui s'enracine dans la tradition de la Bruyère, de Bossuet, d'Erasme, de Rabelais. Je pense que Rákóczi avait lu ces auteurs-là. Dans ma communication, j'ai essayé de situer Ferenc Rákóczi entre Blaise Pascal et La Rochefoucauld. Lui, je crois qu'il était homme de lettres, homme savant plutôt que prince. Et s'est approché à la façon de vivre des solitaires de Port-Royal lorsqu'il s'est rendu compte comment il fut employé, exploité, utilisé comme pion entre les grandes puissances. La chaîne des événements qu'il raconte dans sa Confession Peccatoris et dans les mémoires est une suite de dénouements, un desengaño continuel, ce qui se présente comme piété ou science de Dieu chez les pères jésuites. Même le jeune homme, l'adolescent, l'étudiant a déjà démasqué que découvre-t-il? L'ambition politique chez les jésuites en alliance avec l'intérêt de l'impérateur, de Léopold Ier, de supprimer les sujets de Transylvanie, d'anéantir la puissance des Rákóczi, de dérober le prince de sa principauté et de son patrimoine. Il en résulte des luttes juridiques, l'hostilité des pères jésuites, qui l'ont voulu attirer, gagner pour la société de Jésus. Or, cette révélation a choqué et traumatisé le prince pour le reste de sa vie, je trouve. Telles expériences se sont multipliées sur le parquet des grandes puissances. Des contrats ont été rompus, des promesses n'ont pas été tenues. C'était l'expérience du prince, partout où il allait. Il nous reste 2 documents de la conversion de Blaise Pascal, le mémorial, et la conversion d'un pêcheur. Alors, cette conversion s'est faite brusquement, selon le modèle de Saint Paul dans l'Histoire des Apôtres, chapitre 9. Comme un éclair, la vision s'est faite chez Saint Paul, chez Blaise Pascal. Il ne pouvait plus parler. Le document est un manifeste d'une vision qui l'a surpris. Mais la conversion de Ferenc Rákóczi s'est produite d'une autre façon. En effet, c'était une chaîne des conversions, une suite des conversions commençant avec la découverte de sa mission patriotique comme Dux Patriae. Mais alors, la plus fameuse conversion et la plus spectaculaire conversion était celle chez les pères Camaldule. Il est janséniste de plusieurs points de vue, mais pas entièrement. Donc, par exemple, du point de vue littéraire, là, on peut dire que son rigorisme et la rigueur avec laquelle
il pratique l'écriture et tout à fait sous l'influence des jansénistes, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui caractérise enfin toutes ces œuvres, puisque à certains moments de la confession, et aussi enfin il y a des passages dans les mémoires où il laisse passer ses passions et transgresse enfin les règles que le jansénisme et lui-même s'est imposé. Et la rigueur là de sa conception et le caractère religieux aussi là de ses récits où il raconte son passé sont pour la plupart quand même enfin très retenus et racontés enfin avec une sorte de distance. Mais puisque ce n'est pas total, il y a des exceptions comme l'histoire de sa fuite de la prison de Wiener Neuhaus, ou bien enfin le problème des amours, des compagnons, enfin, dont il dit des critiques. Et il les critique du point de vue militaire ou moral. Et enfin, lui-même, il ne s'exempte pas là de cette critique, mais la plupart du temps, il arrive à dépasser quand même les passions enfin, qui sont latentes et très étouffées au fond là du texte. Notre enquête a porté sur la reconstruction de l'expérience enfantine de François Rákóczi II, prince de Transylvanie. Et dans cette analyse, nous avons eu recours à la théorie des espaces mentaux. Notre point de départ était la constatation que Rákóczi a changé quelques détails de son enfance dans son écriture autobiographique La Confession, qui est une œuvre à inspiration spirituelle basée sur les Confessiones de Saint Augustin. Et les détails qui a changé, qui a modifié dans la narration contribuent à la construction d'une identité enfantine qui a dû soumettre beaucoup de difficultés, qui a été sujet à des conflits familiaux, qui a été sujet des conspirations contre lui. Même si beaucoup de ces détails, beaucoup de ces événements que Rákóczi a mentionnés dans la confession manquent la justification historique, elles s'enchevêtrent dans le tissu de la narration et elles nous font voir un enfant prince dont le destin a été scellé par ces événements traumatiques de son enfance. En conclusion, nous pouvons dire que les espaces mentaux fictifs, les espaces mentaux hypothétiques des événements non passés ont fait une forte contribution à l'établissement d'une identité que nous avons aujourd'hui de l'enfant Rákóczi. Cupiditas, cupidité et concupiscentia, concupiscence se sont avérés être des concepts extrêmement fructueux pour Rákóczi et un écran de projection particulier. Il les a appliqués également dans différents genres, dans des contextes anthropologiques, politiques, moraux, philosophiques et théologiques. Ils font partie intégrante de son concept de culpabilité, servant de moyen d'autostigmatisation. Il joue un rôle dans son image de soi et son interprétation de l'histoire, dans la mise en œuvre de ses vues sur l'ordre de l'État
le comportement courtois, dans la prière et la réflexion biblique, et favorise la conception linguistique et rhétorique des œuvres. L'analyse révèle l'usage actuel, la synonymie relative et les connotations partiellement identiques des deux concepts. Non seulement Rákóczi utilise les deux termes dans le même sens ou presque, mais dans certains cas, ils deviennent respectivement synonymes de culpabilité et du péché. Le concept de Rákóczi de cupiditas et de concupiscentia est fondamental syncrétique, incorporant sélectivement les idées d'Augustin, des moralistes et jansénistes français, comme par exemple Pascal, Nicole et Bossuet. La vision de l'humanité de Rákóczi oscille constamment entre optimisme et pessimisme, tout en suivant les traces d'Augustin et de la littérature janséniste sur la didactique morale. Il impose des exigences extrêmement élevées aux chrétiens. Au-delà du domaine anthropologique, religieux, théologique et moral, Rákóczi applique les concepts au domaine de la politique et de la vie sociale. Il formule plusieurs fois sa critique de l'ordre social et de la politique en ces termes. Il discute des questions complexes que la psychologie moderne et la science du comportement traitent dans le contexte des théories de l'instant, de l'émotion et de la passion, ainsi que dans le contexte de la moralité sexuelle. Il met fortement l'accent sur la cupiditas et la concupiscence de l'ego, à travers lesquels les concepts contribuent à l'authentification du récit et à la réalisation de buts apologétiques dans les écrits autobiographiques. Le livre Les lettres de Turquie, attribué à Kálmán Miklós, est paru des décennies après sa mort, en 1794. Est devenu une œuvre classique. Mais au XXe siècle, on a publié en série ces traductions également qui ont été inconnues auparavant. Mes recherches se réfèrent à la cohérence ou l'incohérence de cette série de livres dont l'original, les originaux ont été écrits au XVIIe siècle pour la plupart, au début du XVIIIe, et je me suis posé la question quelle pouvait être la motivation de cette préoccupation de Kálmán Miklós, qui venait d'une famille de la petite noblesse et qui avait été invité par le prince François de Rákóczi d'appartenir au noble, à la jeunesse nobiliaire, et ensuite il a été dans l'entourage de ce prince. Il l'a accompagné en Pologne, en France, jusqu'en Turquie où il est mort. Donc, on ne sait pas encore comment toutes ces traductions ont arrivé sur terre hongroise et qui se trouvent aujourd'hui dans différentes bibliothèques. Moi, la traduction de Via Regia Crucis, la route royale de la Croix, qui se trouve en Roumanie, à Cluj. On ne sait pas, mais la cohérence idéologique thématique de ce livre est encore une énigme. En regardant de près le contenu de ces livres, j'ai remarqué qu'ils auraient pu être destinés à l'éducation de différentes générations, à l'éducation des jeunes femmes, des veuves, des enfants et
des gens qui voulaient se convertir au catholicisme. Dans ma communication, je présente un ouvrage, une traduction hongroise d'un ouvrage janséniste français, du janséniste tardif. Il s'agit de l'instruction pastorale du cardinal Antoine Malven de Montazet, qui était archevêque de Lyon et qui, pendant son archiépiscopat à Lyon, le jansénisme a connu un regain de faveur et ce rayonnement avait une réception tout à fait favorable en Europe centrale, notamment à Vienne. Marie-Thérèse a fait traduire 2 ouvrages en allemand de Malven de Montazet et même a réimprimé un ouvrage français. Tous ces ouvrages étaient même recommandés à Marie-Antoinette, qui était désignée déjà comme future reine de France. Voilà, donc comme cet ouvrage janséniste a été publié en hongrois à Szombathely, dans un nouvel évêché de la Hongrie occidentale, créé par Marie-Thérèse d'Autriche, ça montre bien que ce rayonnement via Vienne est arrivé bien à la Hongrie. Donc l'importance de cette traduction, que c'était très probablement une initiative personnelle de l'auteur qui appartenait plutôt au bas clergé, très favorable aux idées de réforme, notamment aux idées jansénistes, et qui témoignait également de mouvements, des progrès de mouvements, des réformes linguistiques aussi. C'était un ouvrage qui est doté d'une introduction du traducteur, où il explique également ses méthodes de traduction et de l'importance que ces idées arrivent jusqu'au peuple. Dans mes recherches, j'ai travaillé sur la traduction des maximes du prince de la Rochefoucauld qui était fait en 1810 par Ferenc Kazinczy, qui est un homme lettré en Hongrie au tournant du 18e-19e siècle. Et comme nous savons que le prince de la Rochefoucauld est influencé par des idées augustiniennes et par des cercles jansénistes du Port-Royal, ce qui est intéressant pour moi, c'est de chercher des réponses aux questions. Comment les lecteurs hongrois peuvent comprendre ces idées qui étaient fortement moralisantes et qui pourraient être ainsi intéressantes pour un public hongrois. Kazinczy a utilisé un volume spécial, la traduction bilingue de Friedrich Schulz, éditée en 1790, et il a gardé ce caractère multilinguistique du volume et il en a fait une édition trilingue, donc il a gardé le texte français, il a gardé la traduction allemande et il a mis à côté sa traduction en hongrois. Ce que nous savons, c'est que Kazinczy avait un programme complexe de traduction et il a pensé que par les traductions des grands auteurs de la littérature française et allemande et anglaise, il peut montrer un bon exemple stylistique et peut-être anthropologique et également philosophique aux lecteurs hongrois. Ce qui est sûr, qu'il n'était pas vraiment ouvert aux questions dévotionnelles, donc il n'a pas bien connu les idées augustiniennes et les idées jansénistes. Cependant, on peut dire que sa traduction avait un succès dans le public, pour le public hongrois parce que c'était une édition populaire parmi les hommes lettrés en Hongrie.
Donc, c'est pourquoi c'était très intéressant pour moi d'examiner donc les trois versions dans ce volume multilingue et de trouver donc les raisons pourquoi c'était une traduction importante pour les Hongrois. It was always important in Hungary to gather a large private library for all scholars, and I made an attempt to examine two pastors, both collected libraries, of course. One of them, Gaspar Göbel, was a reformed pastor at Kecskemét. Our other pastor, János Horváth, was Bishop of Székesfehérvár at the very beginning of the 19th century. He gathered a very large private library. His collection was a contemporary collection of mostly theology, but he gathered literature and natural scientific works as well.